C'est là, je vous ai manqué. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que je suis en face cam aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que je suis tombée dans un délire auto-centré et où j'aime énormément montrer mon visage en ce moment? Non, on va s'arrêter là, je vous remercie. Simplement, j'ai des problèmes techniques. Je n'ai plus d'ordinateur, j'ai tout éclaté et il est en réparation. Donc, je n'ai que mon téléphone pour filmer. Vous m'excuserez pour ce problème, mais pour le moment, c'est ce qu'on a. Alors, comme vous pouvez voir, je suis dans une chambre d'hôtel. Est-ce que c'est parce que j'ai cédé à la vie d'influenceur d'Ubayot? Certainement pas. Je suis simplement partie en week-end. Et je suis partie en week-end où? À Hendaye. Pourquoi est-ce que je vous en parle sur une chaîne éthiopienne? Eh bien parce que il y a un lien. Il y a un lien entre le Pays basque français à la frontière espagnole avec l'Éthiopie. Et ce lien en question s'appelle Antoine Dabadi. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais beaucoup parler d'Antoine Dabadi, mais je devrais parler des 3 frères Dabadi. Mais on va y aller doucement pour cette vidéo-là. Je ferai peut-être un plus gros format, mais pour le moment, on va parler d'Antoine Dabadi. Antoine Dabadi, c'est un explorateur, c'est un scientifique, c'est un linguiste français, basque d'ailleurs, qui a décidé de voyager en Éthiopie au 19e siècle. Je sais, beaucoup d'entre vous vont se dire « Ah, mais des explorateurs qui partent en Afrique, ça sent le colon ça ». Alors, calmez-vous, calmez-vous. À ce moment-là, on est au 19e siècle, vers la deuxième moitié du 19e siècle. À ce moment-là, il faut bien comprendre que l'Afrique n'est pas aussi connue maintenant. Et à ce moment-là, on essaie de cartographier au maximum tout ce qui s'y passe. Mais il y a une seule chose qui obsède les explorateurs européens. C'est la source du Nil. On cherche la source du Nil. Alors aujourd'hui, on sait que le Nil a 2 sources. Une source dans le lac Victoria, c'est-à-dire vers l'Ouganda, et la plus grosse source, la plus connue et surtout celle qui donne le plus de débit, la source du Nil bleu, qui, elle, naît en Éthiopie. Si ça vous intéresse, j'ai fait toute une vidéo sur le Nil, vous la retrouverez dans ma série Rated. À ce moment-là, on ne savait pas où était la deuxième source du Nil blanc. Et il se trouve que Antoine Dabadi faisait partie des innombrables explorateurs qui voulaient partir découvrir ce qu'était le Nil blanc. Donc, il a décidé de s'y atteler. Il est parti avec du matériel de cartographie. Il a d'ailleurs cartographié notamment tout le nord de l'Éthiopie, la région du Showa, la région du Wollo, la région du Tigray, la région de l'Amara, notamment tout ce qui concerne le lac Tana, etc., tous les environs. Cet homme-là est rentré en France en pensant avoir trouvé la source du Nil blanc. Énormément de distinctions, etc. Alors il faut bien comprendre qu'en fait il s'est planté. Il avait juste trouvé une rivière, voilà, une rivière très connue, mais une rivière. Mais pour autant, il a quand même cartographié la zone. Et il a notamment aidé à ce que les Européens connaissent un peu plus la géographie de l'Éthiopie, en tout cas du nord. Mais alors, je vous raconte tout ça, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que je suis à Hendaye? Eh bien, le château observatoire d'Hendaye a été construit par Antoine Dabadi, et il y a énormément de références à l'Éthiopie telle qu'elle est. Et je dis bien telle qu'elle est, et non pas tant telle qu'on l'a imaginée. Vous verrez d'ailleurs, dans le vlog, il y a beaucoup de peintures et de références à l'Éthiopie. On a notamment des peintures en ge'ez, des peintures en amarinha, et on retrouve aussi, notamment, c'est là où je vous dis que c'est pas seulement fantasmé, on a aussi, par exemple, des scènes de vie Oromo. On a une scène de Gaada dedans. Voilà, donc ne croyez pas que c'est uniquement que les Amaras, les Tigréens, etc. Non, non, il a fait vraiment représenter ce qu'il a vu là-bas. Petite info, pratique, si vous voulez aller visiter le château de Hendaye, il va falloir que vous réserviez. Voilà, vous devez réserver votre visite, que ce soit une visite libre ou une visite guidée. Après, j'ai envie quand même de vous prévenir, n'allez pas dans le château d'Abadi si vous ne voulez voir que des scènes éthiopiennes. Ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas tomber que sur des références. Vous allez en avoir disséminé.
à travers tout le château, c'est réel, mais n'allez pas croire que c'est partout. N'allez pas croire que tout est beurré en gaze sur les... Non, n'allez pas faire ça parce que sinon vous allez être déçus. Oui, bonsoir, c'est moi du montage. J'ai perdu le reste de cette vidéo qui était censée faire la transition vers le vlog et j'ai perdu aussi l'outro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer au vlog et vous m'excuserez de ce montage à la truelle. Hendaye est une ville du Pays Basque côté français. La première chose qui frappe quand on arrive dans cette ville, c'est l'ambiance. Hendaye, c'est une ville très calme, très silencieuse d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis venue en novembre, donc après la saison, ce qui explique probablement pourquoi toute la ville était vide. Je pense que pendant les férias, donc les fêtes un peu traditionnelles basques, ça devait pas être la même chose. Je noterai aussi que j'ai eu de la chance parce que je pensais qu'il allait pleuvoir, mais il y avait un très grand soleil au début de la journée. Donc j'ai pu voir les fameuses Pyrénées alignées avec le port, vraiment un décor de carte postale. En me promenant un peu sur le bord de mer, j'ai remarqué qu'il y avait une architecture un peu particulière. J'avoue que je connaissais pas du tout le nom de cette architecture, mais apparemment c'est très spécifique, c'est une maison basque tout simplement. Alors maintenant vous allez me poser la question, mais comment est-ce que j'ai découvert ce château ? Surtout dans le Pays Basque. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai toute une playlist dédiée à l'histoire de l'Éthiopie. Et en faisant beaucoup de recherches, notamment sur le 19e siècle, eh bien j'ai découvert que l'Éthiopie, et en tout cas l'Empire d'Abyssinie à l'époque, laissait beaucoup d'explorateurs européens, que ce soit des Français, des Espagnols, des Portugais ou même des Russes, venir sur son territoire. Et c'est comme ça que j'ai découvert que la famille d'Abadi, notamment les deux frères Antoine et Arnaud d'Abadi, avaient passé près de 12 ans sur le territoire. C'est dommage que ce soit un format assez court parce que j'aurais aimé parler d'Arnaud d'Abadi, qui est sincèrement un des personnages historiques les plus intéressants de l'histoire de l'Éthiopie, qui se faisait appeler Ras Mikael, qui s'était marié avec une Éthiopienne. Enfin, c'était très très intéressant. Mais on va rester sur le château observatoire pour cette vidéo. Pour aller au château observatoire, je vous conseille d'aller assez tôt dans la journée, notamment soit vers le zénith, donc vers midi, soit le matin. Parce que sinon, après, vraiment, vous avez des chances que le temps soit beaucoup moins clément. Je pense que si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire beaucoup de kilomètres à pied, c'est peut-être pas la meilleure idée de faire ce que je fais. Je pense qu'il y a une ligne de bus qui doit vous envoyer directement à l'observatoire, mais déjà ici on a 0 thune et au-delà de ça on travaille les jambes en fait. Quand vous arriverez sur le château observatoire, vous serez accueilli par un grand portail et ce qui est intéressant c'est qu'on a déjà les premiers prémices. Comme vous voyez là il y a des gargouilles et les gargouilles c'est présent dans tout le château. Vous verrez, c'est très intéressant. Si le château d'Abadi vous fait penser à un espèce de château fort ou quelque chose de très médiéval, c'est normal parce que ça a été pensé exactement pour ça. Au 19e siècle, c'était l'époque du romantisme. À ce moment-là, dans toute l'Europe, que ce soit les familles aristocrates ou même les bourgeois, tout le monde voulait avoir un lien avec le Moyen-Âge. Mais pourquoi ? Parce que le Moyen-Âge européen était vu comme une terre de légende, une terre beaucoup plus noble, beaucoup plus axée vers la tradition, mais bien sûr une tradition qui est très fantasmée. C'est le moment où on reprenait énormément de mythes médiévaux, mais le but était réellement d'en faire des réécritures modernes. Et ça s'appelle le mouvement romantique. On le retrouve en musique, en littérature, dans les arts picturaux comme la peinture, la sculpture, etc. Pour en revenir au château, j'ai bien dit que c'était inspiré de l'époque médiévale et que c'était voulu. En effet, Antoine d'Abadi et sa femme Virginie voulaient non seulement être dans la tendance, mais aussi personnaliser leur château au maximum. C'est aussi pour ça que vous retrouverez tout autour du château énormément de gargouilles, mais aussi beaucoup d'éléments exotiques, notamment des crocodiles, des éléphants ou des éléments beaucoup plus européens comme des lapins ou même des chats. Pour cela, ils ont fait appel à un architecte très connu qui s'appelle Viollet-le-Duc. Alors pour ceux qui ne savent pas, Viollet-le-Duc, il a fait ça, ça et ça. Pour les d'Abadi, il a travaillé bien évidemment sur l'aspect médiéval dont je vous ai parlé, mais il a également disséminé dans tout le château des références au travail, mais aussi à la passion de la famille d'Abadi, c'est-à-dire les langues. Par exemple, ici, dans la porte d'entrée, nous avons du gaélique, c'est-à-dire l'ancienne langue des peuples celtes. Dans sa propre bibliothèque privée, il y a également des écritures en basque. Une langue qu'il a énormément travaillé à faire revenir, alors même qu'au XIXe siècle, on travaillait en France à faire effacer toutes les langues régionales. À la fin de sa vie, Antoine d'Abadi maîtrisait
7 langues couramment, comme le basque, le français bien évidemment, mais aussi l'amharique et le guéhez. Le guéhez étant la langue mère des langues du Nord en Éthiopie. C'est l'équivalent du latin. Et c'est d'ailleurs la langue qui est inscrite en dessous des scènes du vestibule dans le château. Quand vous rentrez dans le château, vous rentrez par le vestibule. Et à partir de là, on rentre par les fresques éthiopiennes directement. Ce sont de grandes scènes où Antoine Dabadi a fait reproduire certaines scènes qu'il a vues en Éthiopie, comme ici la création des farines de teff, de l'injera, qui est toujours utilisée et mangée en Éthiopie. On a aussi une scène de Gaada, des cérémonies qui sont très connues chez les Oromo. Et on a aussi énormément de boucliers éthiopiens. Un point que je trouve très beau et qui m'a vraiment beaucoup ému, c'est cette statue d'Abdullah, qui est le fils adoptif d'Antoine Dabadi. On voit l'amour qu'il lui portait, notamment parce que si vous regardez sur cette vidéo, vous voyez qu'il tient la lumière. C'est lui qui éclaire toutes les scènes éthiopiennes que Dabadi a fait représenter. Donc je trouvais que c'était assez beau comme hommage. On notera toujours les grands vitraux qui sont encore une référence à l'aspect médiéval du château. Vous terminerez la visite sur la petite chapelle de la famille Dabadi, utilisée notamment pour prier avec les invités. Je vous invite également à sortir et à vous promener dans les jardins Dabadi. Vous verrez à quel point, surtout en été, ça doit être extrêmement beau. Comme je l'ai dit, comme je suis une bille, eh bien j'ai perdu la vidéo d'outro, donc je vous souhaite une bonne fin de vidéo, une bonne journée et salam!